Très ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les récentes nominations au sein du Sénat et du Conseil économique et social continuent d'alimenter le débat public. Depuis l'annonce, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la place accordée aux personnalités politiques. Plus de précision dans un instant. 10 commandements pour verrouiller la gouvernance locale. L'Union progressiste Le Renouveau a remis un manuel guide à l'ensemble de ses maires et adjoints élus sous sa bannière. Le document fixe un cadre de conduite pour les 7 prochaines années de gestion communale. À nouveau, bonsoir. Je l'annonçais tantôt en titre, les récentes nominations au sein du Sénat et du Conseil économique et social continue de susciter de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. En réponse aux critiques portant notamment sur la forte présence de personnalités politiques, le coût de fonctionnement de ces nouvelles institutions et leur réelle utilité, le gouvernement est sorti de son silence. Les autorités ont tenu à justifier les choix opérés tout en réaffirmant que ces nominations s'inscrivent dans le cadre des réformes institutionnelles engagées et visent à renforcer la gouvernance ainsi que le fonctionnement des institutions de la République. Suivons ensemble le point avec le porte-parole du gouvernement. Si vous preniez des novices, des gens qui n'ont exercé aucune fonction avant, et qu'on les mettait au Sénat, il faut bien leur payer le prix de leur travail, n'est-ce pas? Mais ici, vous avez des gens, comme vous dites, qui ont déjà exercé des fonctions et qui, pour certaines d'entre elles, ces personnes, ont une retraite. Donc, imaginez bien que chacun aura ce à quoi il doit avoir droit et pas plus que ça. Et maintenant, encore une fois, ce qui doit nous préoccuper, c'est l'importance, l'efficacité de ces institutions sur la vie de notre pays. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Nous avons eu l'occasion largement de parler du Sénat, de ce que cela va apporter de plus dans l'architecture institutionnelle de notre pays, mais également dans la stabilité du pays, l'entretien de la bonne cohésion, de l'unité nationale et plein d'autres vertus attendues du Sénat et de ses membres. Mais pourquoi vous vous priveriez d'expérience et d'efficacité de personnes qui ont eu l'occasion de faire leurs preuves? En l'espèce, s'agissant du Sénat, la loi a dit, donc prescription légale, les anciens présidents de la République. Oui. Bon, c'est des gens qu'on a déjà vus, qui ont fait leurs preuves. Mais la loi dit que ces personnes vont siéger au Sénat. La même loi dit que si vous avez été président de l'Assemblée nationale ou de la Cour constitutionnelle et que vous avez exercé au moins la moitié du mandat, vous êtes éligible pour siéger au Sénat comme membre de droit. Et puis, il y a d'autres personnes, j'ai dit, notez-le bien, si à un moment donné de la vie du Sénat, les membres de droit atteignent les 25, il n'y aura aucun besoin d'aller chercher d'autres personnalités pour les compléter, comme nous avons vu hier. Mais comme il s'agit du Sénat, de cette instance de sages, comme on a eu l'occasion de l'expliquer, nous savons tous que l'expérience accumulée par ces personnes, qui en ont tellement vu, contribue à leur sagesse. Vous et moi aurions été appelés au Sénat que justement l'opinion s'interrogerait pour dire, bon, si encore c'est un ou deux plus jeunes, mais qui ont un tel vécu, qui peuvent apporter quelque chose, ça passerait. Mais si 5, 10 ou plus qui n'ont pas grande expérience de la vie s'y retrouvaient, on s'interrogerait légitimement sur, la pertinence, comme vous dites là, la pertinence des choix, exactement. Vous connaissez mon opinion sur la gouvernance du président Boni-Yayi, mais c'est pas ça qui entre en ligne de compte aujourd'hui. La qualité en ce qui le concerne, c'est d'avoir été président de la République. Tous, en tant que Béninois, nous lui avons confié la gestion de notre pays. Qu'il ait bien fait ou pas, il a accumulé une telle somme d'expérience que son regard, son propos, ça va être utile au sein du Sénat. Le président Patrice Talon, il a beau avoir le bilan époustouflant qui est le sien, il y a des Béninois qui considèrent que son magistère n'a pas été positif, n'est-ce pas? Donc c'est relatif. Mais l'expérience que ces personnalités ont accumulée, leur vision plus large
du fait de la position qu'elles ont occupée, font d'elles des sages utiles à notre pays dans le contexte du Sénat tel que nous l'avons bâti. Quand vous allez ailleurs où l'expérience du Sénat existe, vous avez bien des pays où les anciens présidents de la République sont appelés d'office à siéger au Conseil constitutionnel, par exemple. Bien sûr. Il y en a qui considèrent, lorsqu'ils ont quitté le pouvoir dans un âge relativement encore frais, ils considèrent que le Conseil constitutionnel, c'est un garage politique et qu'eux, ils veulent faire de la politique, ils ne vont pas y siéger, en espérant un jour revenir aux affaires. Et puis le temps passant, ne revenant pas aux affaires, ils se résolvent finalement à aller siéger. Au Conseil constitutionnel ou au Sénat ailleurs, comme ça existe. L'Union progressiste Le Renouveau veut imprimer sa marque dans la gestion des communes sous l'administration de ses élus. À Cotonou, ce samedi, les maires et adjoints au maire du parti ont reçu 10 recommandations destinées à guider leurs actions au quotidien. Entre efficacité de la gestion locale, proximité avec les citoyens et discipline politique, la formation présidée par Joseph Djogbenou entend renforcer l'impact de ces élus sur le terrain. Le reportage. L'Union progressiste Le Renouveau entend donner une nouvelle impulsion à la gouvernance locale. Réunis à Cotonou, les maires et adjoints aux maires issus du parti ont reçu une série d'orientations destinées à renforcer l'efficacité de leur action au service des populations. Au cœur de cette rencontre, la direction du parti a insisté sur la nécessité d'une gestion de proximité, d'une meilleure écoute des citoyens et d'une administration communale davantage tournée vers les résultats. Cette démarche traduit la volonté de l'UPR d'imprimer sa vision de la gouvernance locale en misant sur la responsabilité, la discipline et l'efficacité. Nous avons un impérieux devoir d'agir en sorte que nos populations n'aient a posteriori de regret de nous avoir confié les destinées de nos communes. C'est pour répondre à l'ensemble de ces préoccupations et assurer un accompagnement efficace que la haute direction politique a entrepris cette démarche. Et ce n'est pas que symbolique que les recommandations sont au nombre de 10. Ce sont, pour ce qui nous concerne, les 10 commandements. Par la présente déclaration, nous prenons l'engagement solennel de renforcer la proximité avec les populations, contribuer activement à la réussite du programme d'action du gouvernement et à la concrétisation de la vision nationale 2060. À l'approche des grands défis de développement communal, le parti souhaite voir ses élus transformer les engagements en réalisations concrètes. Pour les populations, l'attente demeure la même. Des communes plus dynamiques, des services publics plus performants et une gouvernance capable d'apporter des réponses visibles aux préoccupations quotidiennes. Dans un tout autre registre à présent, la commune d'Abomey-Calavi est sous le choc après un drame familial survenu dans la matinée du dimanche 5 juillet 2026 au quartier Gbodje, dans l'arrondissement de Godoma. Un policier à la retraite a été mortellement agressé à la machette alors qu'il se trouvait dans sa chambre. Malgré l'intervention des éléments de la police républicaine et des sapeurs-pompiers, la victime a succombé à ses blessures. Le principal suspect, son propre fils, a été interpellé. Suivons. Le quartier Gbodje Nassara a été le théâtre d'un terrible drame ce dimanche 5 juillet 2026 aux alentours de 8 heures. Selon les informations de Bip Radio, un adjudant-chef à la retraite a perdu la vie, tué par son propre fils au sein du domicile familial. Avertis de la situation, les éléments de la police républicaine se sont immédiatement portés sur les lieux. Selon les premiers témoignages de l'entourage, le jeune homme mis en cause est décrit comme souffrant d'instabilité mentale. Armé d'un coupe-coupe, il aurait séquestré son père dans l'une des pièces de la maison avant de lui porter des coups mortels. À leur arrivée, les forces de l'ordre n'ont pu que constater l'horreur de la situation.
Découvrons le corps sans vie de l'ancien gendarme qui gisait dans une mare de sang. La victime a succombé sous le coup à la violence des blessures infligées. Le présumé auteur du parricide a été maîtrisé et interpellé par la police. Actuellement en garde à vue, il est interrogé par les enquêteurs qui s'attellent à faire toute la lumière sur les circonstances et le mobile exact de ce drame familial. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.